Une major pétrolière n'est pas là pour sortir du pétrole, une major pétrolière est là pour faire de l'argent. Son but premier, c'est de faire de l'argent pour distribuer des dividendes. Comme ça, les gens, les investisseurs remettent de l'argent dans le casino. Et voilà, c'est une sorte de casino. Puis, en effet de bord, on a du pétrole. On a de moins en moins de gens qui sont couchés sur leur lit et puis qui rêvent, voire même qui s'ennuient. L'ennui, c'est un des éléments qui nous permet de structurer notre développement psychologique. Si on est constamment sur une tablette, on ne s'ennuie pas. On est pris, on est happé. De 0 à 3 ans, la recommandation, c'est 0 tablette, pas de contact avec les écrans. Laurent Horvat et Yves-François, bonjour. 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 Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, peut-être vous Laurent d'abord, puis ensuite Yves? Oui, donc Laurent Horvat, je suis un géoéconomiste des énergies, ça veut dire quoi? Donc je m'occupe d'essayer de voir ce qui se passe un peu dans le monde des énergies, énergie fossile, énergie renouvelable, et fondateur du site 2000watts.org, basé en Suisse. Et moi, donc, je suis Yves-François, je suis psychologue et cofondateur de l'agence Access Lab, qui est une agence centrée sur les sciences du comportement, qui essaye de suivre l'actualité scientifique et de voir comment cette actualité prend place dans les situations de la vie quotidienne. Alors ce soir, nous allons parler d'énergie d'un point de vue géopolitique, mais aussi du point de vue de l'humain, comment l'humain en fait réagit aux différentes situations qui se passent actuellement dans le monde de l'énergie, enfin, dans le contexte géopolitique global. Alors pour commencer, peut-être, quel rôle jouent les énergies un peu dans notre société, dans notre économie? Parce qu'on parle souvent d'énergie, mais quel est le moteur, quel est le rôle vraiment de cette énergie? Alors le moteur, c'est justement de faire tourner notre économie. Il faut savoir que dans les années 1800, on a le charbon qui est arrivé pour faire de la vapeur. C'est là où on a vu arriver les premières locomotives. Ensuite, on a le pétrole qui a propulsé les voitures. Donc, on a toutes ces énergies qui ont totalement changé notre mode de vie. Et aujourd'hui, sans énergie, on a vraiment de la difficulté à se nourrir, à se bouger, à recevoir, à acheter plein de matériel. Donc, ça fait vraiment partie de notre vie. Et il faut savoir aussi que c'est très intéressant parce que comme l'économie a été faite autour de ces énergies, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dès qu'il y en a un qui péclote, ça veut dire que l'autre va aussi tousser en même temps. Donc on voit par exemple que quand tout va bien, la consommation d'énergie augmente, quand tout va mal, elle diminue, puis l'économie suit vraiment cette courbe. Donc le rôle des énergies aujourd'hui, c'est simplement de nous faire vivre. Il faut savoir aussi que typiquement dans les années 1950, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, on était 3 milliards d'habitants sur cette planète, aujourd'hui on a 5 milliards de plus. Et si on n'avait pas eu des énergies pour soit faire des engrais, soit pour propulser des machines, on n'arriverait pas à être autant de personnes sur cette planète. Donc c'est vraiment notre source de vie, je dirais, sur cette planète. Donc un rôle central vraiment, autant dans l'économie que finalement dans la société en général. Indissociable. D'ailleurs, notre corps se nourrit d'énergie. Quand on mange, on a besoin de 2000 calories par jour en fait, pour vivre, simplement pour brûler, pour avoir 37 degrés, pour pouvoir survivre, pour refroidir, pour réchauffer, etc. Puis alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle finalement plus d'énergie qu'il y a 2 ans, 3 ans Alors évidemment, il y a la guerre en Ukraine, mais depuis finalement la crise aussi de 2008, il y a eu différents mouvements, en tout cas autour de l'énergie. Voilà, qu'est-ce qui motive finalement tous ces débats, toute cette actualité autour de l'énergie? Alors quand quelque chose est bon marché, on n'en parle pas, on ne voit pas. Et durant ces dernières années, et même après la crise de 2008, le prix de l'énergie était bon marché, donc tout le monde s'en fiche en gros. Et c'est quand ça commence à augmenter, quand je vais à la station d'essence et je fais le plein, oups, quand je veux me chauffer, c'est plus cher. Quand je reçois ma facture d'électricité, c'est plus cher. Et là, on se dit, il y a un problème parce que je paye plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, c'était un long fleuve tranquille, tout ce qui était énergie. Mais maintenant, c'est simplement parce que le prix a fortement augmenté. Donc, on se dit, oh là là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu quelque chose est rare et cher, et quelque chose qui n'est pas rare et bon marché. Donc là, on se dit, mon Dieu, ça augmente. Donc, se dire que c'est rare, on a une certaine crainte.
qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'on peut aussi l'expliquer de manière, je dirais, psychologique, hein, sur cette évolution dans les prix et cette peur. Ouais, cette peur, on va peut-être y revenir parce que je pense qu'il y a un élément qui est déterminant pour le fonctionnement cérébral, c'est l'incertitude, le niveau d'incertitude. C'est tout ce discours autour de on va manquer ou peut-être qu'il va manquer des choses. Donc ça c'est un facteur très important. Mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur l'énergie centrale, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que du point de vue psychologique, c'est difficile à se représenter. L'énergie, elle est là. Tu as parlé de l'énergie du corps, mais c'est difficile de sentir, peut-être que l'énergie du corps, c'est la plus facile, mais en principe, on appuie sur un bouton, la lumière est là, on ouvre un robinet, l'eau coule. En hiver, notre chauffage s'enclenche automatiquement. Et puis, l'énergie, je pense que c'est un concept qui n'est pas facile. Même les watts. Toi, tu es un spécialiste, mais qu'est-ce que c'est qu'un watt chez le commun des mortels? C'est pas évident. Donc, je pense que les gens commencent à paniquer à partir du moment où ils se rendent compte que les gestes quotidiens pourraient plus se faire de la même façon. Que s'ils allument, ils pressent sur l'interrupteur et que la lumière ne se fait pas, ou qu'elle se fait pas toujours, ou qu'il y a des carences, ou des coupures, ou des annonces, là, peut-être qu'ils commencent à avoir une notion de ce qu'est l'énergie. Mais avant ça, c'est assez compliqué, je pense. Parce que c'est vrai que le marché, enfin, on s'est rendu compte, enfin, je pense que beaucoup de gens se rendent compte qu'ils sont très captifs, finalement, du marché et des prix de l'électricité, notamment, et que finalement, ben voilà, leur gérance leur envoie un acompte de chauffage augmenté et qu'ils doivent subir la chose. Donc, j'imagine aussi que c'est ce genre d'incertitude qui peut voilà, poser problème. Mais tu vois, tu me disais que les gens, ils ne savent même pas vraiment combien ils payent. Ils ont une facture d'électricité, on leur dit que ça va augmenter, on n'est pas content avec ça, c'est une réaction standard, mais ils ne savent pas vraiment combien ça coûte, ce que ça représente. Et ça c'est toujours passionnant de voir que plus la notion elle est complexe ou en l'occurrence un peu abstraite, plus c'est comme ça, on prend ça pour acquis. Puis alors, qu'est-ce qui influence justement les prix de l'électricité, du gaz, parce que là, ils sont en augmentation, mais qu'est-ce qui joue un rôle, voilà, quel est le moteur aussi de ces prix? Alors, il faut savoir que, évidemment, maintenant, il y a la guerre en Ukraine, hein, qui a poussé un peu ces tarifs, mais il faut savoir que ça a commencé avant la guerre en Ukraine. On a eu la pandémie, avant la pandémie, donc 2019, on commençait à avoir des problèmes de livraison de gaz et de pétrole, on pensait atteindre un plateau, donc évidemment, quand il y a moins d'énergie, on est plus à vouloir la même chose, donc on est prêt à payer plus cher. Il y a eu la pandémie, ça s'est écroulé, la demande a diminué, donc on a réussi à venir. À cause de la pandémie, elle s'est écroulée? À cause de la pandémie, oui, alors beaucoup. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'on a consommé moins de pétrole et le monde était rentré en récession, on peut dire. Il y a eu une chute, on n'avait plus la croissance. Et c'est vraiment linéaire, les deux se suivent. Et puis depuis, ce qui se passe, c'est qu'on arrive de moins en moins à suivre cette demande. C'est reparti un peu comme avant, hein. On s'était toujours dit, il y a la pandémie, jamais je reprendrai l'avion et puis je vais faire des gestes. Ça a été oublié. Hein. Et on voit les chiffres de 2022 où on est pratiquement aux mêmes quantités de consommation qu'on était avant. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que, il y a l'incertitude. On ne sait pas combien on va avoir de stock. Pourquoi? Mais ce n'est pas un problème, c'est en partie un problème géologique, hein, il y a moins de pétrole, mais aussi il y a un pays notamment la Russie, qui de main d'homme, je dirais, a décidé, OK, on vous coupe le gaz. C'est aussi l'Europe qui a décidé de dire, OK, donc les deux... Oui, avec les sanctions notamment. Voilà, je ne veux plus, puis l'autre dit je te coupe, et puis maintenant c'est une question de testostérone, hein, lequel aura raison, lequel va gagner, lequel va perdre. Et puis du coup, maintenant, les prix augmentent et ils atteignent un plafond. C'est effrayant un peu ce qui se passe, hein, mais c'est tout à fait normal. Et ce qui va certainement se passer, hein, mais je n'ai pas une boule de cristal, mais c'est fort probable qu'il y ait une récession qui va arriver. Donc,
la demande va détruire tout ça, les prix vont chuter, ça va durer pendant X années, puis ça va faire comme un yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on s'aperçoit vraiment maintenant qu'on a un gros problème, en tout cas pour le pétrole, pour le gaz et pour le charbon, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement. Et puis le nucléaire aussi, évidemment, où il y en a de manière très infime. Et d'autant que la France a des réacteurs qui ne sont pas en fonction ou qui doivent Alors être, ça, c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour la France, parce que ça évite de consommer trop d'uranium, hein, mais la réalité, c'est que la grande partie de l'uranium, maintenant, est dans les mains chinoises et indiennes, et que la France a quitté l'Afrique, on peut dire, sa chasse gardée, et puis maintenant, elle se rabat sur le Canada et le Kazakhstan, qui, eux, sont en décroissance. Hein, donc ça veut dire que ça fait depuis 2016 où il y a moins d'uranium. Donc ça devient compliqué. Donc c'est plus ou moins une bonne nouvelle de savoir qu'on a des centrales qui sont à l'arrêt, comme ça on ne consomme pas trop. Il faudra voir comment ça va se passer dans les années qui viennent. Quel est le lien entre le prix de l'électricité et le prix du gaz naturel ? Parce que je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu... Oui, alors il faut savoir déjà que l'électricité, c'est que le 20% de l'énergie qu'on consomme. La grande partie, ce n'est pas l'électricité. Et normalement, les discussions, on parle toujours d'électricité, quoi. Mais en fait, on ne va pas parler d'électricité, on doit parler d'énergie. Donc les autres utilisations d'énergie. Il faut savoir que l'Europe a eu un système qui est assez étrange. Hein. C'est qu'ils se sont dit il faut que ce soit la compétition avec les entreprises. Donc ils se sont dit si on utilise l'énergie la plus chère et on va indexer toutes les autres à ce prix-là, ça vaudra la peine, par exemple, si vous avez du solaire ou si vous avez de l'éolien ou si vous avez n'importe quoi d'autre. Comme ça fera un bénéfice qui va vous encourager à faire d'autres énergies que le gaz, du charbon ou du diesel. Alors ça va très très bien en cas de beau temps. Aujourd'hui, dans les cas de mauvais temps, ce qui s'est passé, c'est que le prix du gaz a fortement augmenté. Il a été multiplié par 11. Et tous les autres, en fait, qui font du solaire, qui font du charbon, hein, qui font... se voient récompensés parce que tous les prix sont mis sous ce prix-là, sur le prix du gaz, quoi. Donc c'est une erreur qu'a fait l'Europe, hein, de plafonner ce système-là. Ça date de quand Ça fait quelques années, c'est depuis la libération du marché. L'idée, c'était... Et les Anglais sont très forts là-dedans, les Allemands sont aussi très forts. Puis on voit aujourd'hui que l'Angleterre, c'est en train de s'écrouler, point de vue énergétiquement. L'Allemagne a aussi des gros soucis. Et la Hollande, enfin, tous ces pays-là ont dû libéraliser le marché. Et on s'aperçoit que ce n'était pas la bonne solution. Donc maintenant, tout le monde est en train de rétropédaler. L'Allemagne rachète les entreprises qui sont too big to fail, mais des milliards. On voit que EDF en France, sans l'État français, serait en faillite. En Angleterre, c'est exactement la même chose. Hein. On a E.ON, RWE, tout ça qui ont besoin de financement. En 2008, on avait les banques, hein, too big to fail. Puis aujourd'hui, c'est l'énergie, too big to fail. Vous avez parlé de récession, beaucoup parlent de blackout. Comment vous voyez en fait l'hiver qui approche? Et puis peut-être aussi, qu'est-ce que cette perspective donne aussi au point de vue psychique pour les individus, comment ils le vivent? Alors vous avez un peu abordé la question, mais peut-être vous pourriez un peu développer après la perspective que vous pouvez donner par rapport au blackout. On verra bien ce qui se passe. Là maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Hein. Tout le monde on sait que ça va coincer, point de vue gaz, on sait que ça va coincer un peu partout, l'électricité. Maintenant, il faut voir, quoi. Est-ce qu'on va être assez sage pour réussir à diminuer la consommation? Il faut savoir que si c'est intéressant, et ça peut-être aussi c'est une question, on voit par exemple que pour les sacs poubelles, avant c'était gratuit les sacs poubelles. Maintenant on a mis une taxe de 2 francs dessus. On fait un de ces micmacs pour essayer d'éviter de payer 2 francs en taxe, mais en fait c'est un signal. Là maintenant ça va être la même chose avec les prix de l'énergie. Je sais par exemple si moi je dois faire mon plein de fuel ou bien de mazout, je dois payer tout de suite. Donc le camion arrive et je sais que le prix va être dedans et ça me fait mal tout de suite. Donc là je me dis oh là là, je vais peut-être prendre moins de quantité pour cet hiver et puis je vais faire vraiment attention. L'électricité par contre on reçoit, en tout cas en Suisse, on reçoit la facture une année après. Donc les gens ne vont pas sentir la douleur tout de suite. Par contre, il y a pas mal de gens qui se disent « Oh là là, ça a été multiplié par 2, je ne sais pas combien, je paye maintenant, mais c'était multiplié par 2, donc je vais payer beaucoup plus. » Donc il y a ce frein qui est mis sur la table. Donc est-ce qu'ils vont freiner leur consommation? C'est la bonne question. Puis est-ce que les mesures qui sont préconisées par les États, le Conseil fédéral, mais d'autres, comme par exemple se doucher moins, se chauffer moins, enfin ce genre de choses, est-ce que ça vous paraît ridicule? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que
les gens sont assez intelligents eux-mêmes pour savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de politiciens, beaucoup de gouvernements viennent un peu avec... il y a 10 000 solutions, des choses qui sont très farfelues, des choses qui sont très intelligentes. Mais je pense que chaque citoyen est assez grand pour se dire « Ok, ben maintenant, je sais exactement ce que je dois faire pour payer un peu moins. » Donc, ils vont le faire de manière automatique. Et de rajouter sans arrêt... C'est un peu l'oreiller de paresse maintenant de certains politiques. C'est de venir avec des solutions pour dire « Écoutez, moi, j'ai la solution. J'ai rien fait pendant 10 ans. J'ai même tout bloqué. Puis aujourd'hui, j'arrive avec une solution. Donc, je viens en secours de la victoire. » Donc, je pense que quand Macron a dit qu'il fallait éteindre le Wi-Fi, oui, c'est sympa. Mais je pense que les gens, quand ils ont une facture, ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Peut-être qu'on ferait mieux aussi d'éteindre les panneaux publicitaires qui consomment énormément. Ou... Il y a plein de trucs. Il y a des bonnes et mauvaises idées. Mais pour moi, je suis certain que, comme mon sac poubelle, je vais faire un monstre micmac pour éviter un sac dans l'eau trié, tout ça. Les gens ils vont trouver des solutions. Mais pourquoi est-ce que les... Mais le rationnel, il n'est pas typique de l'humain. L'humain, fondamentalement, il est non rationnel et il est... Allez, si on voulait critiquer un peu, il est férocement influençable. Et puis si on veut tourner ça d'une manière positive, il s'adapte. Il s'adapte continuellement. Donc, le prix de l'essence augmente à la pompe, il s'adapte. De toute façon, il y a des choses qu'il a prévues. Par exemple, le départ en week-end, puis il va faire le plein, puis il paye. Puis il n'est pas tellement en train de se dire ouf, est-ce que je dois compenser, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est rentré dans sa planification mentale, puis il le fait. Donc, pour plein de comportements, il va adopter des stratégies ou des conduites qui sont parfois absurdes, parfois qui s'expliquent mais que lui n'arrive pas à expliquer. C'est contextuel, c'est émotionnel, c'est en lien avec plein de biais qu'on peut avoir qui sont continus. On est bourré de biais cognitifs tout le temps. Par exemple ? Par exemple, si j'ai planifié que ce week-end je vais aller à la montagne, même si le vendredi on me dit le prix de l'essence augmente, je vais le faire parce que je suis pris par ma planification mentale. Je l'ai vu, je l'ai visualisé, j'ai donné rendez-vous à des amis, donc j'y vais. Et puis, si je ne peux pas payer d'autres choses plus tard, ce sera plus tard que ça va se régler. En fait, ça ne va pas vraiment se régler, ça va se compenser, ou bien on va faire une dette, ou bien sur le moment, on va peut-être renoncer à des choses. Mais ça, je pense que c'est assez typique de l'humain que l'essentiel des décisions qu'il prend, elles sont prises sur la base de facteurs qui sont non rationnels, non conscients, mais que lui va rationaliser. Lui, si on lui demande pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es comporté de telle manière, là, il va dire « Ah oui, à cause de telle ou telle raison ». Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des facteurs qui lui échappent la plupart du temps. Et quel est l'impact de la peur ou de la crainte qui peut être générée par tous les scénarios un peu alarmistes qui sont propagés par les médias? Alors, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Covid déjà qui était très angoissant avec la pandémie. Ensuite, il y a la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a la crise énergétique. Quel impact cela a sur finalement les consciences, les mentalités? On a une zone de notre cerveau qui est le cortex singulaire antérieur, qui est ici de manière assez centrale, un peu en avant, qui déteste l'incertitude. Donc quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, pas sûr, cette zone-là émet un signal d'alerte. Et par tous les moyens, quand on a ce signal qui est activé, on essaye de trouver une raison, une explication ou une prévisibilité. Des fois, on a une prévisibilité quand on nous dit « tout va bien se passer ». Puis parfois, ça suffit, ça calme tout de suite notre cortex singulaire antérieur. Des fois, quand on nous dit, comme tout à l'heure, tu as dit « on verra bien ce qui va se passer », ça, notre cortex singulaire, il déteste. Il déteste ça parce que ça veut dire qu'il nage dans l'incertitude, que rien n'est prévisible, qu'il ne peut pas se préparer à quoi que ce soit. Donc, la peur ou le niveau d'incertitude, ou quand la réponse que vous avez obtenue tout à l'heure, c'est « je ne sais pas », ça, on est en état de vigilance maximum. Et on va se raccrocher, pour essayer de calmer ce cortex singulaire qui émet son signal d'alerte, on va se raccrocher à des micro-certitudes. Comme par exemple, au moins je sais ce que je fais ce week-end.
où au moins j'ai 4000 litres de pétrole, ou dans mon cas, j'ai commandé 3 stères de bois. Puis alors, comme j'ai commandé 3 stères de bois, je me dis, ah là, il y a un petit truc qui est à peu près sûr. Je vais pouvoir me chauffer. Et est-ce que ce sentiment de peur, ou en tout cas la crainte, peut être utilisé par différentes instances politiques pour pousser certains agendas, ou pour manipuler simplement les gens dans une direction ou dans une autre? Oui, mais je pense pas que... Enfin, je sais pas, je suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais je pense pas que ce soit utilisé de manière stratégique. Je pense que, au contraire, il me semble que les politiciens essayent le plus longtemps possible de ne pas donner l'information pour éviter des mouvements de panique. Et puis, comme dans le cas du Covid ou de la guerre en Ukraine, c'est l'évidence, ils ne peuvent pas faire autrement. Et alors, même quand ils donnent les informations, ils essayent de dire que c'est déjà prévu. On nous a dit c'est pas un virus qui nécessite de porter le masque. Et puis après, on nous a dit si, en fait, le masque, il nous protège bien. Parce qu'on essaye de dire aux gens, donner des informations qui vont faire que le niveau de panique ne va pas augmenter. Je pense que pour un politicien, c'est assez une terreur que la population se mette à paniquer, qu'il fasse des choses complètement chaotiques. Parce qu'ils utilisent comme des agences de communication ou de marketing. On pense à McKinsey ou d'autres, qui ensuite, évidemment, calibrent quand même certains messages, notamment dans la presse. Oui. Donc, il y a quand même... Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même Alors, évidemment, le mouvement de foule est problématique, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus subtils en utilisant ce sentiment de peur, quand même d'orienter Alors, je pense que peut-être certains partis politiques peuvent utiliser la peur en disant ça c'est effrayant, il faut absolument se méfier de telle ou telle menace. Par contre, au niveau des gouvernants, je pense qu'ils essayent plutôt d'essayer de rassurer, parfois même de manière exponentielle, en disant non mais on gère. On vous donne les informations, vous pouvez vous rassurer, on gère. Puis après, quand on découvre qu'ils ne gèrent pas, là, on recommence à paniquer. Mais je pense plutôt que les communicants, ils essayent de fabriquer des messages qui soient rassurants pour que les gens soient calmes. Parce qu'une des théories qu'on a entendues par rapport à l'énergie, notamment à toute cette dynamique, je crois que c'est un professeur de l'EPFZ qui suggérait ça, et que finalement, donc effectivement, le scénario, l'alarmisme était un peu exagéré, et que finalement, c'était aussi une bonne manière de pousser un peu un agenda d'énergie renouvelable, parce que certains pouvaient utiliser ça pour dire il faudrait plutôt aller dans les renouvelables parce que c'est l'avenir, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Je pense qu'il y a plusieurs énergies. Pour moi, il y a 3 énergies, en gros. Il y a l'énergie qui est sur Internet. Donc des gens qui disent n'importe quoi, ou c'est la foire d'empoigne, souvent. Ensuite, il y a l'énergie des faits. Quels sont les chiffres? Combien est-ce qu'il reste de pétrole? Combien est-ce qu'il reste de gaz? À quel prix et où? Quel est l'impact sur le réchauffement climatique? Voilà, ça, c'est des faits. Puis ensuite, il y a l'énergie de la géopolitique. Donc c'est à qui je vais vendre mon énergie? À qui je vais acheter l'énergie? Donc en gros... Il y a plein de gens qui font du buzz en disant n'importe quoi. Il faut se rattacher aux faits. Et puis vous avez des Vladimir Poutine, des Xi Jinping, des Erdogan ou des Joe Biden qui jouent les pions sur leurs échiquiers grâce à cette énergie-là. Alors pour revenir à la question, je pense qu'il faut se baser sur combien est-ce qu'il reste géologiquement d'énergie. Et on s'aperçoit que le gaz, ça coince. Il faut savoir que ces 6 pays, ça représente plus de 70% de la production mondiale. Au pétrole, on a 20 pays où c'est 70% de la production mondiale. Donc ça repose sur très peu de pays. On s'aperçoit que l'Europe a très bien vu. On s'en dit, on arrête de prendre du gaz de la Russie, puis on va chercher ailleurs. Il n'y a pas ailleurs. Parce qu'on va chercher au Qatar, mais le Qatar dit, écoutez, vous êtes gentil, mais on a déjà tout livré, des contrats à long terme, vous, on n'en a pas. Donc on voit que l'Europe est en train de chercher, elle ne trouve pas. De manière très intéressante, c'est même drôle. Enfin, drôle ou triste, je ne sais pas. Allez, moi je dirais que c'est drôle. C'est que l'Europe va payer à l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud produit son électricité à base de charbon. Puis c'est pas bien. Donc l'Europe va donner 8 milliards à l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud n'utilise plus de charbon pour faire son électricité. Maintenant, l'Europe achète du charbon à l'Afrique du Sud pour ses propres centrales.
C'est très paradoxal. C'est paradoxal. Voilà, on arrive dans ces situations-là. Par contre, ce que je pense aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive avec le gaz, c'est juste un prélude à ce qui va nous arriver avec le pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, et c'est pas moi qui le dis, hein, je reprends simplement les statistiques, plus les grandes agences, hein, l'Agence internationale de l'énergie, vous avez Rystad Énergie qui est un pétrolier, hein, vous prenez BP qui font ses revues, Shell, annonce un plateau de production entre les années 2026 et 2028. Donc c'est-à-dire qu'un plateau, ça veut dire qu'aller au-delà, ça coûterait trop cher en fait. Il y a encore du pétrole, mais ça coûterait trop cher à extraire. Il y a un mot qu'on ne doit pas dire, hein, ça s'appelle le peak oil, voilà, qui doit arriver là, quoi. Donc on sent que ça coince. Pourquoi ça coince? Parce qu'il y a peu d'investissements qui sont faits aujourd'hui pour extraire du pétrole, de trouver des nouveaux gisements. On n'a jamais trouvé aussi peu de gisements qu'aujourd'hui. Hein. Ça fait 70 ans, on n'en trouve pratiquement plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'argent pour le faire, ou moins d'argent pour le faire, que les pétroliers qui amassent une grande quantité d'argent. Une major pétrolière n'est pas là pour sortir du pétrole, une major pétrolière est là pour faire de l'argent. Son but premier, c'est de faire de l'argent pour distribuer des dividendes. Comme ça, les gens, les investisseurs remettent de l'argent dans le casino. Et voilà, c'est une sorte de casino. Puis, en effet de bord, on a du pétrole. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a tous ces dividendes qui sont remis dans des investisseurs, mais ils ne sont pas remis dans chercher du nouveau pétrole. Voilà. Et en plus, maintenant, on a la Russie qui devait être notre sauveur. Hein. Le gaz de schiste nous a sauvés en 2008. Le gaz de schiste américain nous a sauvés en 2008, de 2008 à 2020. Et devait prendre le relais la Russie, mais comme maintenant la Russie n'a plus les technologies, n'a plus les entreprises pour le faire. Donc avec le pétrole. Avec le pétrole. Donc on va arriver à ce plateau nettement plus rapidement. Alors le gaz, c'est sympa, hein, qu'il y ait une rupture de gaz. Aujourd'hui, en Europe, on va utiliser 15% de moins de gaz, et c'est la débandade. Il y a tout qui s'écroule pour moins 15% de gaz. Mais si on fait moins 15% de pétrole, alors là, je ne sais pas où on va. Et ça, c'est 2026. Là, alors c'était prévu avant que tout ça arrive en 2026, mais c'est fort probable que ça arrive bien avant, quoi. Donc pour moi, c'est un simple entraînement de ce qui va arriver. Et on voit aujourd'hui la réaction des marchés économiques, on voit la réaction des gens. Et on s'était entraîné avec la pandémie pour voir ce que c'était une récession, hein, une chute. On s'entraîne maintenant cet hiver pour voir ce que ça va être. Mais le pas de géant qu'on va faire, ça va être certainement dans quelques petites années avec le pétrole. Et puis est-ce que tous les pays enfin tous les continents sont finalement dans la même situation que l'Europe par rapport à ça, ou pas? Alors non. Alors si je prends au niveau énergétique, alors l'Europe s'est mise dans un bourbier sans nom, mais c'est sa propre volonté, hein. C'était son choix d'y aller, donc elle l'a fait. Donc, en tout cas, au niveau du gaz, c'est le continent qui paye le plus cher. L'Asie s'en sort un peu mieux parce qu'ils ont d'autres moyens. Les États-Unis s'en sortent bien parce qu'ils ont pour l'instant le gaz de schiste. Puis l'Afrique, ils n'en ont pas, tout simplement. Donc ils font 100. Donc ils font 100. Ce qui est intéressant avant, c'était qu'on pouvait envoyer il y a certains pays qui utilisaient du gaz par bateau, puis maintenant l'Europe a tout pris, quoi. Donc ces pays-là, par exemple, souvent en Asie, n'ont plus accès au gaz parce que l'Europe prend. Donc, et puis les États-Unis s'en sortent bien, les États-Unis, Canada s'en sortent bien parce qu'il y a ce pétrole de schiste et gaz de schiste. Par contre, on s'aperçoit même chose, qu'ils sont en train d'arriver à un plateau, qu'ils n'arrivent plus à produire. Hein. Ce qui va être intéressant, c'était qu'avant, l'Europe allait chercher ses énergies au Moyen-Orient, donc en Arabie Saoudite, en Iran, en Irak. Ça, c'était dans les années 1950. C'était très compliqué à garder ça. Les Américains sont venus les aider. Ensuite, l'Europe a dû partir parce que c'était trop compliqué. Donc, ils sont allés prendre les énergies en Russie. La Chine est venue au Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, si on veut remplacer la Russie, pour l'Europe, c'est de retourner au Moyen-Orient, mais pas de bol, parce que là, maintenant, il y a la Turquie, la Russie et la Chine. Donc, on ne va pas pouvoir revenir au Moyen-Orient chercher des énergies. Puis la question, c'est où, quoi? Et ça pose la question finalement de la possibilité pour l'Union européenne, pour les pays européens, de se passer du gaz russe, si on parle que du gaz. Est-ce que c'est possible? Parce que là, ils commencent à aller chercher du gaz aux Émirats Arabes Unis. C'est pas possible. Alors, déjà, c'est impossible de se passer du gaz tout court. Pourquoi? Le gaz, c'est un tout petit peu, si je prends l'Allemagne, c'est un tout petit peu d'énergie. C'est pas énorme, hein, l'électricité. Par contre, avec le gaz, on fait quoi? Il y a 4 piliers pour les énergies. Hein. Premier, on fait du ciment. Ça, c'est les piliers de nos sociétés. Du ciment. 2, c'est l'acier. Donc, c'est toute l'aciérie. 3e, c'est le plastique. C'est les caméras, c'est le smartphone, c'est la télévision. Mais c'est tout. Moi, je suis une montre. Et puis, le 4e point, c'est l'engrais, l'ammoniac. Et sans gaz, on ne fait pas d'ammoniac.
sans pétrole et sans gaz, on fait pas. La molécule de gaz permet de faire du plastique. Et sans ça, donc on n'arrive pas. Si on est passé de 3 milliards d'habitants à 8 milliards d'habitants aujourd'hui, c'est parce qu'on avait des engrais qui sont faits à base de gaz. Si vous enlevez ça, eh bien, il n'y a plus d'engrais. Puis s'il n'y a plus d'engrais, je ne sais pas combien d'habitants on va pouvoir nourrir sur cette planète. Donc ça va être très compliqué. Donc le gaz, ce n'est pas uniquement l'électricité, mais c'est également des molécules qui nous servent à faire la vie de tous les jours, même la nourriture maintenant, quoi. Ce qui veut dire que si l'Allemagne, pour nous prendre cet exemple, qui est la plus dépendante au gaz russe, si l'Allemagne ne recommence pas à acheter du gaz en Russie, sa production, une grande partie de sa production industrielle, économique, va s'effondrer, tout simplement. Alors c'est un scénario qui est possible. Ensuite, on voit que toute l'industrie allemande s'est faite là-dessus. Sidérurgie, donc voiture, BASF, Bayer, etc., les grands usines pétrochimiques, c'était basé là-dessus. Donc tout a été fait dans cet environnement-là, très compliqué. Puis après, vous avez tous les satellites, la Suisse qui bénéficie aussi beaucoup de commerce avec l'Allemagne, enfin tout l'autre pays. Ça va être dur, donc ça va être intéressant de voir comment ce qu'ils vont passer ça. Par contre, maintenant, il commence aussi à avoir de l'incertitude, on ne sait pas où on va. Et là, ce que je vous dis, peut-être par baguette magique, tout va aller bien dans X heures ou X semaines ou X mois. Par contre, il y a cette incertitude où les gens commencent à avoir une certaine crainte. Il y a des politiciens qui viennent et puis ils ont des messages qui sont extrêmes, autant de gauche que de droite. Et là, maintenant, on sent des gens qui au lieu d'être sur un chemin au milieu, qui sont en train de partir à gauche à droite. Donc je ne sais pas justement comment se fait ce... Mais ce signal qui est très fort, il a tendance à nous faire nous raccrocher à des croyances. Donc par exemple, un discours politique peut être une croyance. On va résoudre le problème si on retrouve une relation diplomatique avec la Russie ou si on se débarrasse de tel ou tel pan de l'économie. Donc, dès qu'on peut se raccrocher à une croyance, là, on commence à se calmer parce que ça redevient prévisible. Et dès que ça redevient prévisible, alors il y a une autre partie de notre cerveau, qui est le striatum, qui dit « Ok, si tout revient comme avant, alors le but c'est de consommer. Le but c'est plus, c'est mieux, c'est encore, c'est sur plein de domaines différents. Plus j'en ai, plus ça assure ma survie. » Là, ce que tu dis, quand tu parles de l'importance de l'énergie sur nos sociétés et des carences à venir, c'est que non seulement ça active notre cortex singulaire antérieur qui a tendance à repérer qu'il est justifié de paniquer, mais qu'en plus, une certaine forme de survie est menacée. Donc, que ce soit parce qu'on a froid ou parce qu'on n'arrive pas à se nourrir ou parce qu'on n'a plus les biens de première nécessité, ça, on va rentrer dans un moment de panique intense. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à freiner notre consommation? Pourquoi c'est trop dur? Si on était rationnel, je pense que ce serait assez facile. Mais la plupart du temps, comme on n'est pas rationnel et qu'on trouve des justifications à des gestes de la vie quotidienne, sur ma consommation, l'abondance, les parcours en voiture, remplir mon frigo. Quand mon frigo est plein, je remplis mon congélateur. Quand mon congélateur est plein, j'achète un deuxième congélateur. Parce que c'est pas rationnel. Je me dis que si j'ai toutes les sécurités, c'est bien. Donc je continue. Je continue à me dire qu'il faut faire des stocks. La question est intéressante au niveau de la croyance, parce que quand on parle de l'Allemagne, ils ont 2 gazoducs qui relient à la Russie directement, et finalement qui pourraient leur apporter un gaz en quantité peut-être pas suffisante, mais en tout cas intéressante pour leur industrie. Sauf que là, ils ne le font pas. En tout cas, ils se coupent de ça de manière un peu idéologique, j'ai l'impression. Alors là, c'est aussi intéressant, vous parliez de faits. Il me semble qu'on est vraiment dans la croyance quand on parle de cette histoire de gaz pour ce qui est de l'Allemagne et de l'Europe. Oui, et je pense que c'est très facile de se raccrocher à une croyance. Il suffit, d'ailleurs, les études de psycho qui ont été menées, elles montrent que même si on dit à quelqu'un « je te donne une croyance », elle est fausse, mais je te donne une croyance, le cortex singulaire antérieur se calme, alors qu'on sait qu'elle est fausse. Donc, on est prêt à écouter des discours qui peuvent dire plein de choses qui sont assez éloignées des faits,
simplement parce qu'on sent que ça nous apaise. Donc on va se raccrocher à ça. On va se raccrocher à... Il suffirait de lancer un coup de fil à Poutine pour qu'il rouvre le robinet. Ou il suffirait que l'Ukraine gagne la guerre et puis que Poutine disparaisse. Et ensuite, tout redevient normal. Et si tout redevient normal, je suis calme. Enfin, mon cerveau est calme. En l'occurrence, il suffirait surtout de réactiver les gazoducs avec la Russie. Enfin, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation au niveau géopolitique ? Ça semble un peu... Vous parliez de l'Afrique du Sud avec le charbon, mais là, si on parle vraiment en termes de réalisme énergétique géopolitique, on a un peu l'impression quand même que... Alors, la condamnation de la guerre, c'est une chose, mais que se couper comme ça de l'énergie russe, alors qu'il n'y a pas d'autres alternatives à court terme, c'est un peu irrationnel. C'est presque une pulsion suicidaire, on pourrait dire. Hein. À la rigueur que si je suis prêt à aller skier, donc j'ai un manteau, un anorak, et puis un bonnet, puis des gants, puis je vais aller skier. Donc ça veut dire que je me suis préparé pendant quelques heures. Hein. Là, si on s'était préparé un peu avant pour dire, OK, voilà, comment est-ce que je vais cultiver des plantes sans engrais, comment est-ce que voilà. Donc si on s'était préparé, puis on peut dire, écoute, maintenant, je te coupe le robinet. Oui, mais là, on n'est pas du tout préparé. Donc, et on va devant, sans préparation, donc on va devant des problèmes. Après, la grande problématique qu'on peut avoir, c'est qu'évidemment, on ne sait pas comment la tournure va se passer en Russie. Imaginons que Poutine vienne à être renversé. Hein. On sait que, historiquement, que quand un pays se fait renverser, quand il y a un nouveau gouvernement qui arrive, par exemple la Libye, hein, ou bien même l'Irak, qui produit des énergies, typiquement le pétrole, on n'arrive pas à reproduire la même quantité qu'avant. Donc ça voudrait dire qu'imaginons que Poutine se fasse inverser, on sait que pendant X années, ça va être sportif et on va moins avoir accès au pétrole, donc on va se retrouver dans une situation qui soit chaotique. Imaginons que Poutine reste, on se retrouve à nouveau dans cette situation qui est chaotique. Donc quoi qu'il arrive, on est dans une situation qui est chaotique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Alors certainement que Bruxelles a nettement plus d'informations que moi, mais ou pas. On parlait avant des grands cabinets, un McKinsey, pour citer qu'un, où a une puissance qui est assez intéressante, hein, mais qui est une entreprise américaine et qui... Voilà. Il faut aussi savoir que le domaine des armes est un domaine qui est très, très lucratif et on s'aperçoit que l'Europe maintenant va débloquer des montants stratosphériques pour la préparation à la guerre. Donc c'est tout un business qui est très lucratif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va être compliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a ce bras de fer qui est fait alors qu'on n'est pas du tout entraîné? Voilà, ça dépasse mes compétences, mais peut-être qu'il y a une raison, hein, et que tout va bien se passer, et que, comme tu le dis, hein, je me raccroche à quelque chose pour me dire, c'est bon, ça va le faire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec c'est bénéfique aux États-Unis, aux Américains, cette position européenne, puisque eux peuvent vendre plus de GNL en Europe. Donc il y a quand même là, je dirais, en tout cas du côté des États-Unis, une carte assez intelligente. Il y a une donnée qui est très intéressante, c'est quels sont les achats, les contrats à long terme sur le pétrole par les pays. Donc ça veut dire, dans 5 ans, combien on aura d'accès à ces 20 pays qui produisent du pétrole, enfin qui extraient du pétrole. Les États-Unis comptent sur leur gaz de schiste, les pétroles de schiste, mais si ça devenait à faire ploup, ils vont aller chercher où l'énergie? Et si on regarde la Chine, ils ont pour 34 milliards de barils par jour, donc ça fait 3 fois plus que ce qu'eux consomment aujourd'hui. Donc eux, ils sont bien équipés, ils vont pouvoir trouver assez d'énergie pour continuer leur progression. On appelle aussi les grandes puissances, ces grands pays, c'est quoi? C'est des pays qui consomment beaucoup d'énergie. Et on voit qu'il y a un combat maintenant entre la Russie, entre la Chine et puis les États-Unis, et c'est celui qui n'arrivera pas à suivre l'autre au point de vue énergie qui va perdre. Ce n'est pas celui qui aura le plus d'armement, c'est celui qui n'arrivera pas à suivre l'autre. Et on sent qu'il y a cette compétition. Pour l'instant, les États-Unis sont en avance sur la Chine, mais ça pourrait très rapidement changer. On s'aperçoit que, par exemple, la Chine, pour les énergies renouvelables, ils sont leaders mondiaux. La Suisse était numéro 1 en solaire. On s'est fait balayer. L'Europe était numéro 1, on s'est fait balayer, on s'est fait tout reprendre. L'Europe était numéro 1 dans les énergies éoliennes, en train de se faire aspirer par la Chine. Le nucléaire appartient à la Chine.
Donc le charbon, ça appartient à la Chine à 50%. Donc on s'aperçoit qu'ils ont été d'une intelligence rare parce qu'ils ont un peu volé sous le radar. Il n'y a personne qui n'a rien vu. Ils ont fait petit à petit des choses qui sont moins tapageuses que nous, Européens ou bien les Américains, mais ça fonctionne à merveille, quoi. Mais je reviens sur la question, c'est mais pourquoi est-ce que, parce que ça c'est un peu une obsession, pourquoi est-ce qu'on continue, nous, à vouloir toujours plus? Tu vois, si on regarde, je veux toujours manger plus. Les gens, ils viennent de plus en plus... Et on n'arrive pas à se freiner. Et puis quand on dit aux gens, mais vous aurez moins de pétrole, ça coince, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on est incapable de se dire on veut moins? Alors, disons, dans les grandes lignes, on est plutôt encore dans l'ancien système où on disait l'abondance à tout prix. Et là, on a notre striatum qui nous envoie de la dopamine qu'on adore et qui nous pousse à renouveler l'expérience. Mais quand même, on commence à voir dans les couches de population, de manière pour le moment minoritaire, mais ça ne fait que d'augmenter, des gens qui adoptent des styles de vie différents. Et puis ça, alors d'un point de vue sociologique, on peut simplement se dire qu'il y a des nouvelles tendances. D'un point de vue psychologique, on peut se demander si leur striatum et leur cortex singulaire antérieur n'ont pas retrouvé une nouvelle association cohérente dans laquelle ils sentent que ça a du sens et ils adoptent des comportements qui sont beaucoup plus en cohérence avec un monde fini. Puis ça, ça nous fait aussi froid dans le dos, parce que c'est des gens qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, c'est des gens qui disent qu'ils veulent sortir du système de consommation. C'est survivaliste, en gros. Ouais, alors les survivalistes, c'est peut-être encore un degré extrême, mais juste des gens qui disent qu'ils n'ont pas envie de faire partie de ce système-là, qu'ils n'ont pas envie de baser leur carrière, leur activité professionnelle sur une carrière, qui cherchent et qui développent des nouveaux modes de vie qui sont très intéressants, mais qui font peur. Parce que si c'est plus des consommateurs, il y a tout un pan de l'économie qui va s'écrouler. Disons, ils font peur aux entreprises et puis aux... Voilà. Exactement. Mais la grande Moi, il me partie, rassure plutôt. La grande partie, par exemple, aux États-Unis maintenant, dans les messages qui sont envoyés, c'est dire... parce qu'ils ont également l'énergie qui augmente, ils ont une inflation qui est élevée, puis on dit, voilà, vous allez devoir consommer moins. Il y a les élections qui vont avoir lieu dans quelques mois là-bas. Et un message, c'est dire, vous avez le droit de consommer plus, donc youhou. C'est ce message-là qui prime. Et puis ceux qui disent, non, ceux qui priment, c'est toujours ceux qui doivent, ceux qui aimeraient consommer plus. Pour le moment. On voit, par exemple, cet été, le nombre de personnes qui ont qui ont été très loin dans les voyages, et puis qui ont dépensé une fortune pour le voyage. C'était un peu de dire, OK, je sais que c'est le champ du cygne, ça va être compliqué pour cet automne. Mais ça, c'est une micro-certitude. Tu vois, si tu dis, waouh, la situation géopolitique de l'énergie m'échappe complètement, je ne comprends rien, il y a des enjeux qui me dépassent, même ce qui se passe derrière le mur, quand j'appuie sur le bouton, je ne comprends pas tout à fait, mais ce qui est sûr, c'est que je peux partir en vacances. Donc je le fais. C'est une micro-certitude qui nous calme, qui nous dit, là, pour le moment, d'ailleurs, beaucoup de gens se raccrochent à ça, pour le moment, je ne vois pas beaucoup de différence. On me dit que ça va être différent. Pendant le Covid, c'est pas ça qui s'est passé. Là, ils ont vu des différences. Là, ils ont constaté. Et on a vu, une fois de plus, que l'individu s'adapte remarquablement bien. On a pensé, et je pense que les politiques ont pensé qu'au moment du premier confinement, le shutdown, il y allait avoir des mouvements de panique, puis c'est pas ça qui s'est passé. Les gens ont découvert un style de vie, un plaisir à aller en forêt, en famille, à faire des jeux de société. Et puis, pendant en tout cas 2-3 mois, il y avait quelque chose qui était surprenant d'agréable. Les tribunaux pensaient qu'ils allaient être noyés par de la violence conjugale, elle n'est pas arrivée dans ce premier temps. Les écoles ont pensé que les écoliers allaient partir en vrille, et ça n'est pas arrivé. Donc, quand ça change, on peut se fier au fait que l'individu, il a été construit comme ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été l'espèce qui a été la plus dominante sur la planète, c'est qu'elle s'adapte. C'est une espèce qui s'adapte. Par contre, on peut moins avoir confiance dans le fait qu'il précède l'adaptation, c'est-à-dire qu'il commence à réfléchir pour structurer un monde différent. C'est-à-dire qu'il doit faire face à une crise
pour ensuite réagir. Et ce qui pose aussi la question des hommes politiques, finalement, dans ça. Parce que là, vous décrivez l'individu, finalement, de base, qui interagit dans sa vie quotidienne, mais quid des décideurs, finalement pourquoi eux ne sont pas capables de penser hors de la boîte, ou en tout cas différemment, alors que finalement, c'est leur travail, quoi. C'est leur... Un élément de réponse, c'est certainement pas le seul, c'est qu'un homme politique, il veut être réélu. Donc, il est prêt à prendre des mesures pour autant qu'elles soient populaires, pour autant que ça lui permette de récupérer un bout de probabilité d'être réélu. Et je pense à ce titre que, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou par exemple dans les pays nordiques, les politiciens ont réussi à développer l'idée d'une transition en ayant la population avec eux. Puis ça, c'est un beau défi, parce que ça veut dire qu'on est d'accord, ça nous va, parce qu'on voit qu'il y a des choses intéressantes dans ce système. Le discours qui a consisté à dire « il va falloir se restreindre, il va falloir en baver, le temps de l'opulence est terminé », ce discours, il n'est absolument pas il garantit en aucune façon la réélection. Donc il n'est pas tenu par les politiciens. Et donc là, dans le cas de... vous parlez concrètement de Macron qui a dit que c'était la fin de l'abondance récemment. Donc ça, concrètement, c'est pas une bonne stratégie. Pour sa réélection, non. Il fait plein d'autres choses pour sa réélection. Mais là, non. Pierre Rabhi qui a parlé de sobriété heureuse, la sobriété, elle est plutôt de nature à faire paniquer nos striatomes, mais heureuse, ça semble intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'heureux? Et dans ces premiers temps du confinement, les gens disent mais il y a une qualité de vie qui est assez remarquable. Le temps s'est ralenti, on est beaucoup moins stressé et on a du plaisir à être ensemble. Alors bon, on n'avait pas le droit d'être nombreux ensemble, mais en famille, on avait du plaisir à être ensemble. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a finalement un moment donné où le changement s'opère au niveau sociétal? Combien il faut de personnes finalement pour que... Ouais, ça c'est une bonne question. Et les études qui ont été menées jusqu'à maintenant, elles sont assez enthousiasmantes. Elles montrent qu'à partir du moment où il y a 3 à 5% de la population qui a changé, c'est très probable que ça crée une nouvelle tendance. Donc 3 à 5%, ça veut dire que si on voulait induire un changement de comportement, il faudrait travailler très fort pour obtenir à peu près 5%, puis après, ça va se faire. Ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est plutôt quand même rassurant. Mais d'ailleurs, dans les sous-groupes plutôt de jeunes, de gens qui ont participé à la marche pour le climat, cette tendance, elle est déjà là. On en voit de plus en plus autour de nous des gens qui ont modifié leur façon de vivre et leurs croyances et leurs valeurs. Après, encore faut-il peut-être s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par justement transition écologique. Parce que alors ça aussi, peut-être que vous pouvez en toucher un mot, mais quand on parle voiture électrique, quand on parle technologie verte, on est loin de la décroissance finalement. Avant que tu répondes, je saisis le moment. En fait, on n'arrive pas à imaginer un futur qui n'existe pas déjà dans notre mémoire. Donc, inventer le monde de demain, cette expression qui dit « on va partir d'une page blanche », ça n'existe pas. Notre cerveau, il est incapable de faire ça. La seule possibilité qu'on a de préparer le futur, c'est de se baser sur des images qu'on a déjà. C'est pour ça que Cyril Dion ou Rob Hopkins, ils disent il faut modifier le récit. Il faut faire des séries Netflix, il faut faire des bouquins, il faut faire des BD, il faut raconter des histoires aux gens pour que ça nourrisse leur mémoire, qui disent « ah, ça pourrait être ça ». Puis, en partant de ça, après, on arrive à se diriger vers le futur. Pardon, c'était juste une petite donnée sur... C'est aussi très intéressant ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas parce qu'on vit avec moins d'énergie qu'on est plus malheureux, quoi. Moi, ça fait 20 ans que j'étudie, donc ça fait 20 ans que j'ai eu le temps de me préparer à ce qu'ils arrivent maintenant. Moi, cet hiver, ça va être relax. Hein. Vous êtes autonome énergétiquement? Je ne suis pas autonome énergétiquement, mais je consomme nettement moins qu'une personne normale, parce que simplement, j'ai simplement pris des bouquins, j'ai lu dedans, et puis je me suis habitué, puis sérieusement, ça va être... Actuellement, on a peur de ce qui se passe, hein. On a peur de ce qui va se passer après, mais ce n'est pas improbable qu'on va arriver sur quelque chose de nettement mieux.
ça pourrait être nettement mieux, peut-être à partir du mois de, je sais pas, de janvier, février de l'année prochaine. On s'aperçoit qu'on a, je me promenais toujours à torse nu dans la maison. Maintenant, je mets un pull, mais mon pull, il me tient chaud, puis je l'aime bien, quoi. Par exemple, moi, cet été, je suis traversé les Alpes à vélo. C'était extraordinaire, quoi, à vélo. Fait des rencontres extraordinaires, on vit des gens, voilà. Puis quand on a faim, on mange. Quand on a envie d'une glace, on peut manger une glace. Donc, ça change totalement la manière de faire, puis aussi l'interaction. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a la pandémie qui est arrivée, on s'est coupé du monde, on n'a pas parlé avec les autres, et on sent qu'il y a un besoin aujourd'hui de reparler aux gens, hein, peut-être de se remettre en société. Et on voit que, par exemple, maintenant avec l'énergie, notamment avec les panneaux solaires, les quartiers se mettent ensemble, les gens discutent ensemble, commencent à partager leur énergie. On voit, par exemple, pour cet hiver, dans le quartier où je suis, on a fait un petit décompte pour savoir s'il y a des personnes qui sont malades, qui auraient besoin d'électricité, s'il y a une coupure, est-ce qu'il y en a un qui a une génératrice. Donc, il y a une entraide qui est en train de se faire, hein, et ça pourrait changer la manière dont on interagit entre chacun, puis une entraide qui s'est faite, qu'on est peut-être moins avant la pandémie, et puis qu'on retrouve c'est super fun d'aller dans un Club Med au bout du monde, hein, pendant une semaine, waouh, et puis on ne connaît pas ses voisins. Alors je pense que c'est bien de connaître ses voisins, et puis quelqu'un avait dit, d'aller manger avec quelqu'un, on ne peut pas se passer d'amitié. Donc, je viens manger chez toi ce soir parce qu'on ne peut pas se passer d'amitié. Moi, je pense que c'est aussi ça qui est essentiel. Puis pour revenir à la question, c'était de savoir les voitures électriques. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'enfumage, justement? Pardon? Est-ce que ce n'est pas un peu de l'enfumage, concrètement? Alors, la voiture électrique n'est pas que. Hein, non, mais il y a plusieurs choses. Je pense que je reviens toujours sur les faits et puis après sur les fables. Et ça, c'est aussi, on prévoit d'être zéro carbone en 2050, 2060, 3000. Donc, on donne un temps-espace très loin qu'on n'arrive pas à s'imaginer, hein, je pense. Ouais. Je me trompe ou? On est très mauvais il y a un phénomène de dépréciation temporelle et spatiale. C'est ce qui se passe dans longtemps ou loin perd de la valeur. Et c'est quasi asymptotique. Hein. Si je te dis, je peux te donner 100 francs aujourd'hui ou 110 francs demain, théoriquement, tu devrais tout de suite dire 110 francs demain. Pourtant, il y a une espèce de petite pulsion qui dit non, 100 francs maintenant, c'est mieux. Donc c'est 2030, 2050, 2000, voilà. Ça, d'ailleurs, quand on disait c'est la calotte glaciaire, c'est les pays qui sont au niveau de la mer qui vont le plus souffrir. Tout ça, c'est déprécié dans notre système de valeurs. Mais ce mythe, ouais, exactement, ce mythe sur est-ce qu'on peut simplement se dire qu'on va continuer à vivre comme ça en passant de la voiture fossile à la voiture électrique? Parce que c'est ça, hein, l'enjeu, hein, effectivement, c'est qu'on a l'impression qu'on continue avec le même système économique, mais simplement avec des énergies Là, c'est clair que c'est une fable, hein, de dire, par exemple, il y a des villes qui disent plus de moteur thermique en 2030 ou 2035. C'est une déclaration politique, hein, qui fait plaisir à beaucoup de gens de l'entendre, mais en réalité, ça ne va pas être faisable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les matériaux, on n'a pas le lithium, on n'a pas le cobalt, on n'a pas... Aujourd'hui, on fait 80 millions de nouvelles voitures par année. Si on devrait faire qu'une partie, hein, on fait 20 millions, on arriverait peut-être à le faire, mais il faudrait multiplier par 2 le lithium, il faudrait multiplier... Donc on n'a pas de ressources. Mais là, c'est si on garde le même niveau de vie. Ah oui. Mais aujourd'hui, si on regarde les voitures électriques, c'est des moissonneuses-batteuses. Hein. C'est des chars d'assaut qui sont énormes. On n'arrive pas à faire un truc simple, normal, enfin une voiture normale. C'est des trucs, mais qui sont démesurés. Et après, il y a toujours l'ego. Hein. Je conduis une voiture qui est superbe, donc je suis quelqu'un de super. Il y a toujours cette chose-là. Mais par contre, justement, les prévisions de se dire, donc politique, de dire en 2030, on sera zéro carbone, c'est du blabla. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas se passer à nouveau de faire du ciment, à faire de l'acier, à faire du plastique, et puis à faire de l'engrais, quoi. Et sans ça, on coince. Et donc on a besoin de nucléaire, de gaz naturel et de pétrole. Non, avec le nucléaire, on ne cultive pas des plantes, on ne fait pas du plastique. Le nucléaire, on fait, à part de faire de l'électricité, on ne fait rien. Donc le nucléaire, c'est pour remettre un peu dans le cadre, hein, c'est 5% de l'énergie mondiale. 95% de l'énergie qu'on consomme dans le monde n'est pas nucléaire. Donc, et puis
le nucléaire, il faut être clair, l'uranium appartient à la Chine. Punct. Donc si quelqu'un veut faire... On voit l'Angleterre est en train de construire des centrales nucléaires, c'est avec l'argent des Chinois. Donc je serais très heureux de voir dans quelques années, quand je ne sais pas qui sera à la tête de l'Angleterre, puis que M. Xi Jinping dit « Est-ce que vous aimez la couleur de ma... » Il va dire « Oui, monsieur, j'adore ce que vous faites. » Ah oui, parce que... Voilà. Les Russes ont aussi pas mal d'uranium quand même aussi. Les Russes, ils ont la technologie, ils ont l'uranium, et puis ils ont la main mise sur... Non, mais voilà, c'est la dépendance. Et la France va apprécier, dans ce juste mesure, cette dépendance. Je voulais peut-être revenir juste sur 2 points qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a évoqués tout à l'heure. On a parlé des politiciens qui avaient plutôt tendance à vouloir rassurer la population. Est-ce que c'est le cas pour les médias ? Est-ce que ça les aide à vendre leurs nouvelles, etc. Et puis une autre question pour vous. On a parlé du prix de l'énergie en début, et puis comment dire, de la spéculation sur les prix. Est-ce que le fait que les énergies renouvelables n'étaient pas chères, et que comme le gaz augmentait, les énergies renouvelables profitaient, et les autres producteurs d'énergie profitaient de cette hausse? Quand vous dites profiter de cette hausse, est-ce que ça veut dire qu'ils ont profité de l'augmentation des prix pour augmenter leurs prix avec? Alors peut-être la première partie. Sur les médias peut-être, Ouais. commencer. Non, alors effectivement, je pense que vous avez raison. Autant le politique aura sans aucun doute tendance à essayer de rendre le monde prévisible, entre guillemets, grâce à eux, grâce au système politique, grâce aux bonnes décisions qu'ils prennent, parce que je pense qu'une des craintes énormes, c'est un soulèvement pour tous les politiciens, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient dans un système démocratique ou dictatorial. Donc, eux, ils auront plutôt tendance à dire tout est sous contrôle, même s'ils savent que ce n'est pas vrai. Pour les médias, non, je pense que ce n'est pas la même chose. Les médias, d'abord, ils tentent d'informer, et c'est très compliqué d'informer quand on n'est pas spécialiste de tous les sujets. Et puis, par-dessus tout, ils essayent de faire vendre leurs articles, de savoir s'ils ont des sponsors. Donc, annoncer des faits spectaculaires, que ce soit dans le domaine des micro-certitudes, un fait divers, ou dans le domaine de la géopolitique, eux, ils cherchent le scoop. Et donc le scoop, il est plutôt de nature à nous faire paniquer. Ce qui est effectivement problématique dans le cadre d'un contexte social où voilà, on cherche plutôt un apaisement pour aller vers des transitions contrôlées, quoi. Oui, alors, bon, on pourrait dire qu'un changement rapide, brutal, comme on a eu pendant le Covid, il a quand même montré que l'individu, il s'adapte rapidement. Donc, quelque chose de massif, brutal qui pourrait arriver n'est pas forcément 100% négatif. C'est ce que disait Laurent après avoir dépeint un tableau qui était plutôt noir. Il dit, mais c'est pas du tout sûr que le monde qui va succéder une fois qu'on aura des carences énergétiques soit un monde détestable. Peut-être que c'est un monde fait d'entraide, comme tu disais, de liens sociaux, dans lequel le système du capitalisme aura un peu disparu, la consommation à tout prix aura disparu au profit d'une qualité de vie meilleure. J'ai perdu la question. C'était justement cette transition vers ce côté un peu alarmiste des médias qui jouent sur le fait divers. Est-ce que finalement ce climat qui est créé n'est pas problématique justement pour une transition apaisée? C'était ça la question. Mais... Ah oui, c'était ça, oui. Et c'est parce que j'ai réagi sur transition apaisée. Je ne sais pas si transition apaisée, c'est possible. Transition brutale, ça, oui, c'est possible. On connaît. Ouais. Transition apaisée, je ne suis pas sûr. Peut-être que ces nouvelles générations nous montrent quelque chose d'intéressant. Peut-être que certains pays nous montrent aussi comment on peut sortir du système sans faire une révolution. Mais vous avez raison. Avant ça, il y a une recherche du fait spectaculaire.
Si on essaye de prendre du temps, comme ce soir, pour comprendre la géopolitique des énergies, pour comprendre des fonctionnements psychologiques, la plupart du temps, on est coupé. Il faut que ce soit synthétique, il faut que ce soit court, il faut que les gens captent rapidement. Ils ont... quel est le temps de cerveau disponible? Ils ont 1, 2, 3 minutes, ils écoutent les nouvelles, ils veulent savoir des choses. D'ailleurs, ils sont avides d'informations, hein. Donc ça marche bien avec les médias. Mais on leur donne quelque chose qui est du consommable tout de suite. Dès que les gens doivent regarder une séquence qui dure longtemps, où on développe une argumentation, on perd de l'audience. Moi, j'ai 3 remarques. La première, c'est que maintenant, c'est un peu chaotique. J'ai jamais autant passé dans les médias que maintenant, quoi. Par contre, les 10 dernières années, tout allait bien, rien. Donc, justement, il y a ce... Youhou, il y a un scoop, hein, donc il faut le faire. La deuxième chose, je pense aussi que les politiques, je pense que les présidents de communes qui sont proches du citoyen, eux, ils comprennent ce qui se passe. Et souvent, ils sont brillants. Et c'est des gens qui sont vraiment... Mais plus vous éloignez donc, de la commune et plus vous allez dans... en Suisse, c'est Berne, hein, en France, c'est le Sénat ou je ne sais pas quoi. Ah, alors là, ils ne touchent pas le POC, quoi. Alors on a des fous du roi qui racontent... que des bêtises, hein. et on s'aperçoit que c'est un peu comme un poulet à lequel on a coupé la tête, hein. Les politiques, hein, qui sont plus, je dirais, au niveau national, ils vont dans tous les sens. Ça, c'est la deuxième remarque. Et puis le troisième point, c'était sur le prix de l'électricité. Alors effectivement, l'Europe a décidé de placer son prix par rapport au prix du gaz. Donc ça veut dire que tous les autres, hein, ceux qui font de l'hydroélectrique, génèrent maintenant beaucoup d'argent. Par contre, ce n'était pas le cas il y a 3 ans en arrière, parce que le prix de l'électricité, c'était à 4-5 centimes. Aujourd'hui, on est à 1 franc, à 2 francs le kilowattheure. Donc on a multiplié par... non mais c'est astronomique, hein, c'est des prix de fou qu'on n'avait jamais vus. C'est une tempête. Donc... bravo à ceux qui ont eu le courage de mettre du photovoltaïque, bravo à ceux qui ont eu le courage de mettre de l'éolien, puis félicitations, quoi. Ils méritent ce qu'ils ont eu, quoi. Ils ont été précurseurs, alors que les autres qui roupillent n'ont rien fait, hein. C'est aussi intéressant de voir les aides qui sont données aux citoyens. Donc il y a des gens qui ont fait l'effort d'isoler leur maison, de faire en sorte qu'ils soient moins dépendants. Et puis aujourd'hui, on vient en aide à ceux qui ont été cigales, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on viendrait aujourd'hui en aide à ceux qui ont été... Ça fait 15 ans qu'on dit arrêtez votre gaz, quoi. Et moi, toutes les entreprises et tous les gens qui chauffent au gaz, les propriétaires, donc moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a construit une maison en gaz il y a 5 ans en arrière, mais débrouillez-vous. Parce qu'effectivement, actuellement, il y a notamment la France et l'Allemagne ont donné des aides. Alors c'est pour le pouvoir d'achat, mais il y a des aides qui sont données comme ça pour aider un peu les ménages à s'en sortir, mais ça, il y a aussi des conséquences, j'imagine, sur les prix et les devises. Si je prends par exemple le cas de l'Angleterre, parce que c'est le plus extrême, hein, aujourd'hui, on a plafonné. Donc, si vous êtes un ménage, vous êtes plafonné à votre facture d'électricité de l'année passée. Donc, ça veut dire que cet hiver, vous pouvez consommer tout ce que vous voulez, l'État va payer la différence. Donc, s'il va passer un message puis dire au mois de janvier, écoutez, consommez moins entre 2 heures et 4 heures parce qu'il je paye le même prix, donc je vais y aller, j'ai aucun frein. Donc, ça va être très intéressant de voir comment l'Angleterre va gérer ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Et puis, pour moi, c'est une grande expérimentation, hein, ce qui est en train de se passer maintenant. Et puis aussi de voir dans d'autres pays, par exemple, la Suisse actuellement n'a pas mis ce bouclier, comment ça va se passer, est-ce qu'on va pouvoir influencer les gens? Puis c'est vrai qu'il y a toute une couche de gens qui n'ont pas les moyens. Alors, il faut faire attention, hein, le 90% a les moyens et le 10% n'a pas les moyens. Maman qui a 86 ans, qui a une retraite qui est minuscule, elle n'a pas les moyens. Donc, pour s'acheter du mazout, elle ne peut pas. Ou elle consomme, voilà, donc ça va être très compliqué pour elle, il faut aider, là c'est clair. Mais si je regarde par exemple le prix de l'électricité, et je prends la facture de mon smartphone, puis la facture de mon électricité, mon smartphone est plus cher que l'électricité. Le nouvel iPhone qui est sorti, il est quand même 2000 balles, mais c'est plus cher qu'une facture d'électricité pendant une année. C'est aussi un choix de consommation, quoi. Alors c'est un choix, c'est de se dire, ok, maintenant je vais peut-être pas acheter le nouvel iPhone, et puis je vais regarder effectivement ce que coûte ma facture d'électricité. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en tout cas en Suisse, hein, on a la facture d'électricité qui augmente, donc les gens, c'est une catastrophe. Par contre, le prix des assurances maladie augmente, ça crie pendant une semaine, puis après plus rien. Alors pourquoi
on hurle quand le prix de l'essence augmente, le prix des traits augmente, mais l'assurance maladie, c'est beaucoup plus élevé, hein, et puis on ne bronche pas. Je pense que de toute façon, on a intégré le fait que l'assurance maladie, on la paye. D'ailleurs, la question que tu posais tout à l'heure, c'est combien vous payez de factures d'électricité? Je pense qu'on pourrait poser la même question aux gens, combien vous payez de factures d'assurance maladie? Il y a tous ceux qui ont de la peine à boucler les fins de mois, ceux-là ils le savent, tous les autres ils ne savent pas combien ils payent. Donc effectivement, il y a tous ces biais cognitifs qui font que on est beaucoup plus un animal qui s'adapte qu'un animal qui rationalise. Si on accepte le fait que l'être humain n'est pas rationnel, alors on peut commencer à envisager qu'il y a d'autres leviers qui vont faire qu'il change. Et justement, parce que c'est une question intéressante, parce que toutes nos sociétés ont été basées quand même sur la conception d'un homme rationnel. Ouais, les sociétés occidentales, en tout cas, sont influencées à fond par la pensée cartésienne. Celle qui nous a guidés dans notre éducation. À l'école, on a eu cette pensée cartésienne qui dit on réfléchit, et puis une fois qu'on a réfléchi, après on agit. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, on agit, et une fois qu'on a agi, on justifie. Et ça change énormément, parce qu'on agit comment? Quels sont les facteurs qui pèsent sur notre action? On agit en fonction d'un contexte. Donc si maintenant on nous dit il n'y a plus une construction qui se fait sans que le toit soit fait en panneaux solaires, on va mettre des panneaux solaires. Puis on a passé 40 ans à essayer de convaincre des gens de mettre des panneaux solaires, alors que si on leur dit c'est comme ça, voilà, vous voulez construire, c'est des panneaux solaires, les gens ils vont le faire. Et puis il y a un certain nombre de projets qui ne vont pas se faire, mais qui seront remplacés par d'autres projets où il y aura des panneaux solaires. Et alors, c'est intéressant, vous avez justement, vous travaillez dans ce domaine, vous développez des stratégies justement de changement de comportement. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Est-ce que vous pouvez un peu définir ce que c'est le green nudge, ce qu'on appelle le green nudge et ces différentes stratégies en fait de changement de comportement? Oui, tout à fait. Alors, pour une part, on en a déjà parlé là, c'est-à-dire que si on essaye de donner des arguments aux gens pour essayer de les convaincre d'adopter un comportement, on a à peu près la garantie qu'on va échouer. Si par contre on fabrique des environnements qui sont typiques, différents de ceux de maintenant, si quand on sort d'une gare, la première chose qu'on voit c'est un parking à vélo, c'est des chemins piétons, les gens ils vont prendre le vélo et ils vont marcher. Si par contre, la première chose qu'on voit quand on sort d'une gare, c'est un parking, les gens ils vont se dire comment je fais pour venir en voiture à la gare. Donc, c'est des configurations d'environnement qui, parce que l'individu est tellement adaptable, seront propices ou pas à des comportements qu'on veut mettre en avant. Et puis les biais cognitifs, c'est-à-dire que tout ce qui est dit sur le storytelling, sur cette façon de raconter la vie, elle configure l'individu en mettant des planifications dans sa tête de ce qui va se passer. Donc, si c'est incroyablement magnifique, stupéfiant et plein de chaleur humaine de traverser les Alpes en vélo, les gens vont traverser les Alpes en vélo. Mais si on dit non, mais c'est compliqué, c'est un effort, puis il y a des cols, puis il faut monter, etc., les gens vont chercher à prendre l'avion. Mais c'est des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, c'est ceux qui sont dans notre tête, ils dépendent du récit qu'on a fait. Donc, les nudges, qui sont le terme qui est devenu à la mode, qui a été développé par Thaler, prix Nobel d'économie, maintenant se développent en disant, dans l'environnement, dans les biais qu'on peut utiliser, et dans toute la partie émotionnelle, on va utiliser des éléments d'influence qui ne sont plus des tentatives de conviction. Il y a l'exemple assez célèbre les mouches qui sont mises dans les urinoirs pour que les gens ils soient plus concentrés à viser droit. Alors typiquement, ça c'est une modification de l'environnement qui est minime, mais qui a un effet spectaculaire, c'est 85% de projection d'urine en moins. Donc les toilettes sont beaucoup plus propres simplement parce qu'on a mis une cible pour que les hommes visent. Et puis ça paraît
tellement simple, mais de se dire, est-ce que j'ai configuré mon espace en fonction des comportements que j'ai envie que les gens adoptent? Et alors, on peut jouer aussi sur les odeurs, j'imagine, sur les éléments visuels. Oui. Voilà, Alors, dans le neuromarketing, on a fait ça. On a essayé de voir comment le parcours dans un supermarché pouvait augmenter la consommation. Alors là, c'est l'adversaire. Hein. C'est de dire, il y a quand même plein de gens qui essayent de faire qu'on consomme plus. Achète plus. Moi, je ris avec mes enfants devant la télévision en disant « Ah, voilà la pub. Bon, ben voilà ce qu'on me dit que je dois acheter. » Et ils utilisent les nudges aussi. Donc les nudges, on peut les utiliser à plein d'égards, ça dépend de notre objectif. Et puis alors, odeur citron, par exemple, c'est plus de propreté? Ouais, exactement. Et puis, peut-être, il faudrait différencier un peu, parce qu'en France, où les produits de nettoyage sentent plutôt l'eau de Javel, ben, ce sera l'eau de Javel qui produira ça. Nous, on a des produits de nettoyage qui sentent l'odeur de citron, et dans notre cerveau, c'est câblé. Odeur de citron égale propreté. Donc, comme je suis dans un environnement propre, de nouveau l'adaptation, eh bien, je me comporte de manière propre. Si par contre, j'ai l'impression que c'est sale dans l'endroit dans lequel je suis, parce que l'environnement est dégradé, ben, je vais me comporter de manière dégradée. Et de nouveau, on nous dit souvent, mais c'est un problème d'éducation? Ben non, c'est un problème d'adaptation. Les gens, ils s'adaptent à l'environnement dans lequel ils sont. Donc on peut utiliser ça à bon escient. Est-ce que c'est aussi pour cela qu'on entend parfois de la musique classique dans les parkings souterrains? Oui, la musique classique est plutôt de nature à diminuer le sentiment d'insécurité et d'activer la représentation du luxe chez nous. Donc, si on est dans un endroit luxueux, peut-être qu'on va moins regarder que le parking est dégradé, qu'il y aura moins d'incivilité, qu'il y aura moins de sensations de violence. Vous avez dit que quand vous regardez une publicité, vous prenez conscience quand on vous essaye de vous convaincre de la chose. Et donc finalement, quand on est conscient aussi des techniques ou des différents éléments, quand il y a l'élément de conscience qui prend le dessus, on est moins manipulable d'une certaine manière. Pour un bout, ce que j'essaye de faire avec mes filles, c'est plutôt de tourner la publicité en ridicule. C'est-à-dire, on me fait croire que parce que je mets ce parfum, je vais pouvoir grimper sur des immeubles. Mais c'est qu'une façon de raconter ça. Si mes filles se rendent compte que c'est qu'un récit, alors elles peuvent se moquer de la publicité. Et puis, je pense que si elles se moquent de la publicité, elles y seront moins sensibles. Mais parce qu'on fonctionne beaucoup au statut social. Si l'iPhone, c'est l'élément qui marque que j'appartiens à un groupe social et que j'ai un statut social grâce à ça, ben, je vais acheter un iPhone. Si par contre je me dis je suis complètement manipulé par la marque qui me dit plein de choses qui ne sont pas vraies, dans ce cas, je vais tourner l'iPhone en ridicule. Est-ce que la solution, du coup, ça ne serait pas l'éducation de nos enfants? Et pas vraiment l'éducation, parce que l'éducation sous-entend qu'on veut repasser par un système très rationnel. On leur explique. Alors que de se moquer d'une publicité, je leur explique rien. Je tourne simplement la publicité au ridicule. Et puis, si elles se marrent en faisant ça avec moi, elles vont se marrer en faisant ça avec leurs copines, et elles vont récupérer du statut social en étant celles qui fait rire tout le monde en se moquant des publicités. Donc c'est plus une sensibilisation? C'est pas non plus de la sensibilisation, c'est des contextes. C'est vraiment des contextes dans lesquels ces contextes, ils peuvent être extrêmement positifs. Si un ado devient le roi du rire et qui fait rire tout le monde par un gag, il obtient un statut social. Ce statut social, il est valorisé dans notre cerveau. On aura un afflux de dopamine qui va faire qu'on va être de plus en plus comique parce que notre cerveau, il adore sentir qu'on est quelqu'un dans le groupe. C'est sur cela que jouent les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, exactement. D'ailleurs, un des nudges les plus puissants, c'est l'effet normatif. C'est qu'on nous dise ce que font les autres. Si on nous dit la part de gens qui arrêtent l'hyperconsommation ne fait que de grandir, c'est un nudge. On ne nous dit pas, donc tu dois faire la même chose. Ça, notre cerveau, il sait le faire tout seul. On nous dit juste, là, il y a une tendance qui est en train d'émerger. Si par contre, on nous dit, de toute façon, on a beau donner le pire des scénarios, les gens continuent à consommer comme des fous, eh bien, ça active
le comportement de consommation. Donc l'effet normatif, dire ce que font les autres, c'est très puissant comme nudge. Et ce n'est pas de la conviction ni de l'éducation, ni de la sensibilisation, ni de la prévention. Ça, je crois qu'on peut mettre à la poubelle. Donc, ce ne serait pas impossible que si on a cet hiver, ça coince point de vue énergétique et on diminue notre consommation, ça pourrait devenir une tendance... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on va raconter des histoires autour d'un feu de cheminée ou de gens qui ont développé des nouveaux jeux qui se passent dehors et qui développent l'énergie de notre corps et qui n'utilisent plus l'énergie de notre chauffage. Et si ça devient une tendance, ça va être un nudge. Vous travaillez pour des collectivités publiques, il me semble, pour des ONG, pour des organisations diverses. Est-ce que ces techniques de changement que vous proposez, elles sont adoptées largement par ces collectivités? Enfin, est-ce qu'il y a une sensibilité à ça ou C'est variable. Il y a beaucoup de gens qui sont accrochés à l'ancien système, qui se disent non, mais moi, ce que je veux, c'est d'essayer de convaincre, c'est d'amener des éléments rationnels pour que les gens ils puissent décider en pleine connaissance de cause. Puis ceux-là, ils ne sont pas preneurs. Ils essayent. Ils vont largement vivre des échecs parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, depuis les travaux de Richard Thaler, ça c'est beaucoup plus connu et il y a maintenant de plus en plus de gens qui disent bah oui, tout ce qui est bon, qui va dans la bonne direction, ça, on va l'utiliser. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'avaient compris de manière très intuitive avant même les travaux de Richard Thaler, qui avaient compris que si on est dans un environnement qui est propice, on peut aller assez loin dans les comportements des gens, puis que ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de contexte, de situation. Donc nous, on est contents parce que l'essentiel de nos demandes, c'est dans le champ de la transition écologique, puis ça satisfait notre système de valeurs. Mais il y en a plein qui utilisent les nudges pour du marketing, pour vendre des produits, ce que nous, on a décidé de ne pas faire. Ça dépend vraiment comment c'est utilisé, quoi, finalement. Ouais. Et pour revenir sur l'environnement numérique, on a rapidement parlé de ça avec les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, cet environnement numérique ne surcharge pas cognitivement les individus, ne les sépare pas? Alors on a des grandes promesses finalement d'échanges à distance, etc. Mais est-ce qu'ils ne sont pas au contraire plus séparés? Et est-ce que finalement cet environnement numérique n'est pas néfaste à des initiatives de changement concrètes, à des réunions plus tangibles, ou simplement du fait de la surcharge cognitive, ça pose aussi un problème de perception, de concentration Oui, c'est vrai. Alors, la quantité d'informations qui rentrent dans notre système est beaucoup plus élevée maintenant qu'il y a 50 ans et encore beaucoup plus élevée qu'il y a 10 000 ans. Ça c'est sûr. Maintenant, moi, je ne mettrais pas le numérique comme ça en vrac dans une seule catégorie. Je pense qu'il y a plein de choses dans le numérique qu'on a développées qui sont très utiles. Moi, j'ai fait partie d'une époque où, quand on voulait faire une recherche de bibliographie, on devait aller à la bibliothèque et puis ça nous prenait des heures, puis on ne trouvait pas les ouvrages, puis après il fallait commander des articles. Puis maintenant, avec 2 clics, on a ça. Donc il y a plein de choses qui facilitent la vie, et notre striatum, il adore ça. Quand on peut faire des choses simplement, on a une décharge de dopamine. Il y a beaucoup de choses dans le numérique qui nous donnent un statut social, ce que les gens peinaient à avoir quand ils étaient inconnus. Et là encore, qui va nous donner de la dopamine et qui est très appréciable. Et il y a des échanges, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a une surcharge, enfin, il ne faudrait pas dire une surcharge, il y a une augmentation de la dose d'information qui rentre, et puis une stimulation qui est constamment renouvelée. On a de moins en moins de gens qui sont couchés sur leur lit et puis qui rêvent, voire même qui s'ennuient. L'ennui, c'est un des éléments qui nous permet de structurer notre développement psychologique. Si on est constamment sur une tablette, on ne s'ennuie pas. On est pris, on est happé. Et ça, c'est un problème, notamment pour les enfants, j'imagine. Oui, alors les données, elles sont très claires maintenant. De 0 à 3 ans, la recommandation, c'est 0 tablette, pas de contact avec les écrans.
Là, le cerveau, il a vraiment besoin d'associer le geste à la structure psychique. Après, on considère qu'il faudrait, pendant quelques années, limiter à 20 minutes. Puis après, plus les gens sont développés, plus ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type d'activité ils ont. Si, comment s'appelle ce jeu qui était beaucoup pratiqué par les garçons il y a encore un peu de temps? Le basket? Non, sur les je sais pas, écrans. Pokémon, il y avait plein de jeux. Non, mais ces jeux où on doit tuer des gens, mais on doit se déplacer, on doit explorer des mondes. World of Warcraft. Voilà, ce style de jeu, on a vu qu'il développe le nom m'échappe, la perception spatiale, la capacité à se représenter l'espace. Donc, c'est un intérêt énorme. Minecraft, par exemple, ces jeux de construction développent la vision 3D. C'est intéressant. Mais donc, ce que font les gens, ça a une efficacité. Si par contre, il y a une nouvelle pathologie qu'on appelle le fear of missing out, c'est ceux qui scrollent pour essayer de rejoindre l'étape où ils en étaient avant, ben ceux-là, c'est très passif. Ils ne font que d'accéder de manière très... les mots me manquent, futile, légère à l'information, et en se disant je veux juste pas le louper. Là, leur activité, elle est très limitée, donc ça développe pas grand-chose. Et le numérique aussi au point de vue énergétique est intéressant puisque ça demande une consommation d'énergie non négligeable pour stocker les données. On parle beaucoup de l'Internet des objets dans quelques années. Ça, en termes de géopolitique de l'énergie, j'imagine que ça aura des conséquences aussi très intéressantes, en tout cas importantes. On voit déjà l'Internet des objets, hein, ça permet du point de vue géologique d'aller plus profond, plus loin, plus profond et de trouver de manière plus précise où se trouve le pétrole, le gaz, etc. Donc il y a une aide, toute l'intelligence qui est apportée, mais effectivement sur la consommation d'énergie, alors là, ça commence à décupler. La grande question, ça va être pourquoi est-ce qu'on va utiliser du pétrole ou du gaz ? Aujourd'hui, on le gaspille. Aujourd'hui, je vais prendre ma voiture pour aller chez le coiffeur à 100 km, parce que voilà. Et peut-être que c'est d'utiliser de manière intelligente. Alors si je vais utiliser pour faire de l'engrais, pour me nourrir, je vais utiliser pour, si on a besoin d'informatique, quelles sont la priorité qu'on va utiliser l'énergie. Et je pense que ce qu'on va arriver, c'est qu'on va moins gaspiller, en tout cas au niveau du ménage, moins gaspiller, et puis d'utiliser de manière parcimonieuse. Et je pense qu'au niveau des États, on va arriver à la même chose. C'est moins gaspiller, et puis j'espère que dans le futur, ça sera ça. Puis on va, de manière très chirurgicale, on va dire, OK, voilà quels sont les pans qui ont besoin d'énergie, et puis les autres qui n'ont pas besoin d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on utilise à mauvais escient, parce qu'il y en a c'est illimité, c'était illimité jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on va arriver à ce point. On est sur le point d'arriver, de se dire... et cet hiver, je pense que ce sera un excellent exemple, je pense, de se dire, voilà, il y a certaines choses dont j'aurais plus besoin de le faire, de manière toute simple, puis ça ne me rend pas plus malheureux. Puis alors, on parle de cet hiver, mais quid du printemps? Parce que finalement, quid de l'après? Ah oui. Alors, certains pays, si je prends l'Europe en tout cas, là, la grande question, c'est de savoir comment ça va se passer au niveau des entreprises. Le prix de l'énergie augmente, donc si je consomme du gaz pour chauffer donc brûler, pour ciment, verre, etc. Donc là, comment est-ce que je vais faire? Les engrais, même chose. Toutes les entreprises d'engrais en Europe ont cessé leur activité. Beaucoup d'aciéries, maintenant, sont partis en Chine, notamment, ou en Inde. Donc, est-ce qu'il va y avoir du chômage qui va arriver? Donc ça, c'est la grande question. Donc, comment est-ce que, une fois que l'hiver sera passé, comment est-ce que ça va reprendre ou pas? Et les Chinois, je crois, dans une crise, c'est une opportunité. Et là, on aura des opportunités qui vont pouvoir venir. Alors, j'espère pas que les extrêmes vont nous amener dans des extrêmes, autant l'extrême droite que l'extrême gauche, où la société va se montrer l'une contre elle, Mais je pense qu'au sortir de tout ça, j'espère que
comment dirais-je, qu'on va se retrouver, hein, déjà en tant que voisins, qu'amis, que famille, qu'on va se retrouver, avec quand même une pointe d'anxiété, point de vue politique, parce que je pense que ce sera les politiques maintenant qui vont essayer de tirer, ils vont faire feu de tout bois. Puis c'est justement, est-ce que les gens vont suivre une certaine idéologie, un certain discours qui va être fait, parce que maintenant le discours c'est simple, hein. Enfin il est assez simple, on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est dire si vous me suivez tout ira bien, puis on va recommencer comme avant, et puis on va, voilà, mais ça va plus être possible de le faire, donc comment est-ce qu'on va passer ce cap-là? Puis les gens qui sont un peu moins, comment dire, qui vont dire non écoutez, on va devoir faire avec moi, en général ils sont moins écoutés. Donc, comment est-ce que le message va être perçu? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Ça, c'est justement un grand point d'interrogation. Alors, Laurent Horvat, Yves-François, on arrive gentiment au terme de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous le souhaitez. Vas-y. Moi, je pense que les systèmes qui développent l'entraide et la résilience au niveau psychologiques et sociaux, ils ont beaucoup de sens. Est-ce que des systèmes comparables sont réalistes dans le domaine de l'énergie? C'est-à-dire, est-ce que des pays, la Suisse, le Portugal, l'Espagne, enfin, peut avoir comme concept de développer une indépendance énergétique? C'est-à-dire, on ne dépense que ce qu'on arrive à produire. Avec un challenge qui serait différent, c'est plus de savoir où je peux acheter et vendre, c'est comment je m'organise en tant qu'État. Est-ce que tu penses que c'est réaliste d'aller vers un système d'autonomie pays par pays ou région par région? J'ai toujours pensé, enfin j'avais dit un peu par hasard, hein, il y a 10 ans derrière, après la crise de 2008, je m'étais toujours dit l'Europe va s'écrouler à cause de l'énergie parce qu'on va tous être, on va retourner, au lieu d'être en bloc, on va retourner en pays seul, quoi. Et je pense que de revenir en pays isolé, en silo comme ça, je ne sais pas si c'est la meilleure, c'est peut-être la meilleure solution, quoi. Donc, par contre, il y a des pays qui vont, si je suis président d'un pays, je vais vouloir montrer que je me bats pour mon pays, donc je vais essayer de faire plus que mon voisin, quoi. Puis je vais dire, écoutez, j'ai réussi à les piquer de l'essence à lui, c'est grâce à moi, donc votez pour moi, quoi. Donc j'ai un peu cette impression que c'est ce qui va se faire. On le voit très bien, par exemple, avec les pays de l'Est, hein, la Hongrie, la Slovaquie, etc., qui sont dans ce mode-là, même la France. Hein, regardez, voilà, j'ai fait ça, c'est pour vous, quoi. Donc je me suis battu pour vous, élisez-moi, quoi. Donc je ne sais pas comment ça peut marcher dans cette solution. De l'autre côté... Mais tu penses que c'est réaliste comme défi? Tu penses que c'est possible de dire, pays par pays, essayez de vous organiser pour que vous soyez indépendant? Alors, si c'était que, par exemple, pour la voiture, où on a de l'essence, ce serait beaucoup plus simple. Par contre, on a toute l'industrie qui est là. Donc l'industrie, ça veut dire que j'ai besoin du mazout pour chauffer, ou bien des molécules pour faire des produits. Donc là, on est vraiment en train de se battre pour conserver ces emplois, quoi. Donc ça va être, je pense, assez compliqué. Puis les gens vont devoir avoir justement cette énergie. On prend par exemple le gaz. La Suisse, elle n'est pas au milieu de l'Europe, elle est en bout de tuyau, quoi. Donc tous les autres pays vont se garder le gaz pour eux, pour dire je vais le garder pour moi, soit pour faire de l'électricité, soit pour faire des produits pour mes entreprises. Donc la Suisse va se trouver là, donc elle va se trouver, hop là, voilà, je suis à court. Donc ça va être compliqué d'expliquer ça aux gens. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais prévu de faire ça? Parce qu'en fait, la situation suisse, elle est simple. C'est parce que le lobby du gaz n'a jamais daigné de faire des stocks. D'ailleurs, il n'y a aucun stock stratégique actuellement en Suisse Zéro. pour le gaz. Et puis le gaz, il faut le dire, hein, c'était que le gaz, il était vendu en tant que citoyen, je donne un ordre de grandeur, hein, il était vendu à 10 alors que ça coûtait 1. Les profits qui ont été faits sont absolument monstrueux. Et puis ils auraient pu dire, voilà, on fait du stockage, on fait ça. Mais non, alors ils ne l'ont pas fait. Et la Confédération n'a non plus pas les compétences, hein, pour gérer ça. Donc, ce qui est très intéressant, et je le dis de manière un peu... c'est que pour le loup,
Il y a 20, 30, 40, 50 personnes qui s'occupent de loup en Suisse. Hein, il y a des budgets de 20 ou 30 millions qui sont là pour défendre le loup. Pour le pétrole et le gaz, il n'y a personne. La Confédération n'a aucun spécialiste dédié, géoéconomiste, à zéro. Donc ça a été fait par les lobbies qui ont apporté justement leur point de vue. Donc l'Union pétrolière suisse a dit non mais tout va bien. D'ailleurs, l'Union pétrolière suisse a dit qu'il n'y aura aucun problème de diesel ou de mazout pour cet hiver. Puis là, ils sont en train de repedaler. On a peut-être des soucis. Puis le gaz est en train de dire on n'a rien prévu, mais faites-nous confiance, ça va bien se passer. Donc ils n'ont rien prévu, ils ont foiré, ils n'ont rien vu venir. Puis aujourd'hui, on doit le dire mais faites-nous confiance, puis c'est nous l'énergie du futur. Donc c'est assez paradoxal dans le message qui est envoyé. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sens que ça risque de coïncider. Par contre, c'est peut-être passager. C'est peut-être l'année prochaine, et puis après ça ira mieux l'année N plus 2, 3, peut-être à voir, quoi. Mais ça semble être un concept valable de dire un pays peut essayer d'être autonome. Ouais. Alors il y a un très bon exemple pour ça, c'est le Danemark. Le Danemark, ils ont des années-lumière devant nous. Eux, ils se sont dit, nous, on veut créer des emplois, on veut garder des emplois, on veut garder l'académique, et puis on veut gérer l'énergie. Ils ont mis 35 milliards dans un projet, et c'est génial, quoi. Puis tous les autres pays, on regarde, et on dit, c'était quand même pas bête. Donc je pense que justement, s'il y a un ou deux pays comme ça qui vont montrer ce qu'il faut faire, mais la voie, elle sera assez simple à suivre. Par contre, c'était des pionniers, puis ils ont pris le truc. Et je pense que ce sera ça, quoi. On va pouvoir suivre ces pays-là qui sont modèles. Et puis après, ça repose sur ce que tu as dit. Pour moi, c'est aussi la question d'être heureux, quoi. Je pense que ce sera une autre quête. On va s'apercevoir qu'on va pouvoir vivre avec moins d'énergie, mais qu'on sera plus heureux. Parce que je n'ai pas besoin d'aller au Club Med pendant une semaine, m'enfermer avec des gens que je connais déjà, une ou deux personnes, alors que je peux faire 10 fois mieux ici, et 10 fois plus sympa, avec des gens que je connais, puis que j'aime, et puis etc. Donc je pense qu'on va arriver sur cette situation-là, c'est de faire moins et d'être nettement plus heureux. La pandémie, par exemple, on s'est aperçu qu'en freinant un peu, ça allait quand même nettement mieux. C'était quand même cool, quoi. Il y a des moments... Alors, c'est un peu compliqué si on est une famille et puis on est 18 dans un petit appartement. Ça, je comprends, c'est dur. Par contre, on a apprécié le fait de ralentir, d'aller moins vite et puis de redécouvrir des choses. Je sais pas, en l'espace de 3 semaines, la nature, elle était nouveau. Voilà, il n'y avait plus de pollution, on respirait là, on entendait les oiseaux, quoi. C'était extraordinaire. Peut-être qu'on va retourner dans cette... Alors, j'espère qu'on arrivera à marier autant l'énergie que... je dirais notre cerveau, et puis que... En tout cas, ça aurait beaucoup de sens, parce que ça calmerait notre cortex singulaire antérieur à se dire le monde est plus prévisible, et puis on dépend les uns des autres de manière locale. C'est beaucoup plus facile à comprendre comment ça fonctionne si c'est entre nous. L'idée, c'est pas d'être exclusif, mais de faire, à la manière d'un réseau, des poches d'autonomie au sens psychologique et au sens énergétique. Ouais, est-ce que la solution, c'est peut-être pas de s'organiser à large échelle, de partager les informations à large échelle, mais de penser la politique au niveau plus petit, plus local, Ouais, c'est tout à fait le concept développé par Rob Hopkins. Lui, il pense vraiment que développer des compétences de manière locale et s'échanger les informations sur ces compétences, ça permet d'envisager le monde d'une manière différente. On voit que les politiciens, justement locaux, des communes, sont nettement plus efficaces que des politiciens qui sont plus éloignés. Ça, c'est sans commune mesure, de mon expérience en tout cas. Vous vouliez ajouter encore quelque chose après juste qui vous ait posé la question, vous aviez quelque chose à ajouter ou... Oui, j'aurais juste déjà félicitations pour votre, comment dirais-je, de nous donner le message un peu plus longtemps que d'habitude, parce que d'habitude, c'est des interventions qui durent entre 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler de manière plus longue. Et aussi, ça permet peut-être de donner un éclairage qui est différent, j'espère. C'est pas uniquement un message qui est basé sur
sur ce qui se passe au niveau des énergies, mais c'est aussi de mettre l'humain au centre. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on s'est un peu perdu. On a mis beaucoup d'énergie dans tout. Puis nous, l'humain au centre, on s'est un peu oublié, quoi. Alors là, c'est peut-être de revenir à ça. Et je pense que quoi qu'il arrive dans les années qui vont venir, c'est dans la direction qu'on va aller. Qu'on le veuille ou pas, on va aller dans cette direction. On n'a pas parlé du climat, ce qui est aussi intéressant, hein, mais ça va également influencer le climat, pas parce que les pays ont une envie particulière de faire quelque chose pour le climat parce qu'ils s'en fichent, hein, mais simplement parce qu'on est coincé et puis qu'on va devoir faire avec moins et de manière plus intelligente. Alors j'espère qu'on aura le cerveau pour le faire. On a un cerveau qui a déployé des trésors de créativité et qui s'est organisé autour de la thématique de la survie. Et si on a été une espèce qui a eu autant de succès, c'est qu'on a tout au centre du fonctionnement de l'individu l'idée qu'il faut survivre. Et maintenant que l'environnement autour de nous devient fortement dégradé, évidemment que cette capacité à organiser notre survie, je pense qu'elle va se mettre au service de cet environnement nouveau et dégradé. Et si ça permet de réorganiser notre survie, ben on aura une fois de plus continué à faire quelque chose pour lequel on est bon. Si par contre on s'accroche à quelque chose qui a existé en se disant non mais tout m'est égal pourvu que je puisse continuer comme avant, là on est perdu. Alors on va faire en sorte que c'est la première. Yves-François, Laurent Horvat, merci pour cet entretien. Avec grand plaisir. Merci à vous.